Bonjour, il est venu le temps de parler de cybersécurité. Les fuites de données massives, les attaques aux rançongiciels sont devenues un fléau coûteux. Desjardins, Promutuel, la STM, des hôpitaux, le Bureau d'assurance du Canada rapporte qu'en 2020, les assureurs ont dû débourser près de 4 dollars en indemnisation pour chaque dollar de prime perçue pour la couverture cyberresponsabilité. IBM Canada rapportait à la veille des élections fédérales que 93 des décideurs informatiques au pays sont préoccupés par les risques de sécurité et l'impact de la cybercriminalité au Canada. En incluant tous les frais, la facture globale par extorsion se chiffre à 2 millions de dollars en moyenne. Je me nomme Mathieu Dion et je suis reporter national à l'économie à Radio-Canada. Notre question, quand est-ce que nos données vont arrêter de fuiter et nos ordis vont arrêter d'être pris en otage par des pirates? Avec nous, 4 panélistes spécialisés sur cette question au Québec. D'abord, Dave Roussy, vous êtes directeur principal du Centre gouvernemental de cyberdéfense au secrétariat du Conseil du Trésor, c'est au gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui vous occupe au jour le jour? Bonjour tout le monde. En fait, c'est ça, le Centre gouvernemental de cyberdéfense, c'est une équipe qui est dédiée à la cyberdéfense au gouvernement du Québec, qui a été mis en place là, il y a environ 18 mois, qui était en lien notamment avec la fameuse politique gouvernementale de cyberdéfense là, qui est adoptée en mars 2020. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est un centre de commandement, de coordination, de leadership là, pour notre réseau gouvernemental de cyberdéfense, qui est constitué de 26 centres opérationnels là, qui couvrent l'ensemble de nos organisations. Et essentiellement, évidemment, notre mission première, c'est de protéger les ressources informationnelles et les données des citoyens que l'on a. Dans le day-to-day, dans le fond, dans tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On met en place les stratégies nécessaires pour développer l'expertise, les compétences au niveau de nos centres opérationnels de cyberdéfense. Évidemment, on développe et on met en œuvre des outils pour prévenir les incidents de cybersécurité. On évalue les risques avec nos partenaires, parfois c'est avec le fédéral, parfois c'est avec le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, par exemple. Et bien sûr, advenant un incident de sécurité, on est mis à contribution pour que l'incident soit résolu le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins d'impact. Merci, Robert Mazolin. Vous êtes stratège en chef de la technologie au groupe REA. En quoi est spécialisée votre entreprise exactement? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité de participer aujourd'hui. Alors, REA, c'est une société de génie qui spécialise en fournissant des solutions de génie dans les secteurs d'espace et cybernétique. Nous avons une présence en Europe, même ici à Montréal, Gatineau. Et nous fournissons des solutions nous appuyons des organisations comme l'Agence spatiale européenne, l'institution, l'Union européenne, des pays et leurs militaires, gouvernements dans les domaines de cybernétique et espace, aussi le gouvernement canadien. Pascal Leblanc de Mental Technology, Michael Nadeau de Cyberdéfense AI, vous offrez un produit qu'on pourrait dire complémentaire. Vous vous connaissez bien. Expliquez-nous l'innovation que vous proposez en commençant par Pascal d'abord. Bonjour, merci. Je suis content d'être ici, tout le monde. Donc, chez Mental, ce qu'on fait, c'est qu'on innove sur des technologies émergentes pour aller livrer des bénéfices de cybersécurité qui sont peut-être un peu moins adressés par des technologies un peu plus traditionnelles, si on veut. Donc, entre autres, la résistance aux attaques rançon par la distribution des données. Michael? Bonjour. De notre côté, chez Cyberdéfense, on est un petit peu complémentaire à Pascal. En utilisant la technologie de Pascal, nous permettons une suite qui permet justement aux petites ou moyennes entreprises de faire le pivot en ligne en toute sécurité en leur offrant un package qui leur offre la protection, la surveillance et l'optimisation qu'ils ont besoin finalement pour faire le grand saut et être réglementaire avec toutes les nouvelles régulations finalement, les nouvelles lois qui s'en viennent et les nouveaux... les nouvelles conformités finalement qu'on doit soumettre aux entreprises pour être en ligne et faire du commerce tout simplement. La donnée, c'est l'or de notre siècle. Qu'est-ce que vous avez observé dans vos domaines respectifs quand il y a une fuite de données? Quels sont les impacts? Peut-être Dave Roussy? Oui, puis je peux me le lancer. C'est sûr que le premier impact, c'est une grande différence de ce qu'on avait antérieurement. Là, dans le passé, on vivait, par exemple, des incidents isolés
avec peu de renseignements personnels ou la perte d'appareil, un appareil personnel, par exemple, qui pouvait contenir de l'information confidentielle. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Évidemment, quand il arrive des situations comme ça, les gens réalisent l'importance de l'information qu'ils détiennent, puis l'impact que ça peut avoir sur l'organisation ou sur les citoyens, dans le cas ici au gouvernement du Québec. Puis dans les cas, ce qu'on voit de manière générale, c'est malheureusement, dans bien des cas, c'est détecté un peu trop tard. Et dans le fond, certaines données ont été chiffrées, rendent l'organisation indisponible, ou par exemple le détecte à d'autres un peu plus tard lorsque ça a été utilisé, par exemple, pour de la fraude. Donc, on réalise vraiment l'impact sur les organisations. Évidemment, les gens ne veulent pas vivre ça. Ce qu'on voit beaucoup là maintenant, on est passé du mode j'ai eu un incident, je prends l'ordinateur, je le formate et on repart, à un mode on gère la crise carrément, qu'elle soit planifiée ou non. On parle de communication avec les équipes de direction, on parle de la mise en place avec les avocats, les spécialistes en cybersécurité qui tentent de détecter par où le fameux patient zéro, par où les gens sont rentrés pour accéder à l'information. L'équipe des TI, généralement, vont vérifier, par exemple, est-ce qu'on a, par exemple, dans le cas des attaques par rançon logicielle, est-ce qu'on a des prises de copies? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'on est capable de les restaurer pour remettre l'organisation en cours? Et ensuite, du volet, par exemple, la PRP, ils vont vouloir s'intéresser à voir quelles étaient ces fameuses données. Donc, plus on en a, plus il faut vérifier, plus il faut fouiller pour savoir exactement quelle information était stockée. Donc, c'est vraiment une gestion qui est beaucoup plus complexe. Puis évidemment, le retour à la normale est très différent. On l'a vu dans certaines organisations, même après, même en ayant bloqué la cyberattaque, ça peut prendre des semaines, des fois des mois avant un retour à la normale pour une organisation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à ça? Peut-être je peux donner une perception. Clairement, il y a un effet au niveau personnel, des financements, la réputation personnelle. Aussi, on voit les faillites de certaines sociétés comme Nortel, qui effectivement représentait un important secteur économique pour le Canada. Je dirais qu'on voit maintenant la compétition géostratégique internationale se dépend beaucoup plus en le développement, l'innovation des technologies. Et alors, il a créé une indépendance économique qui peut être armée. C'est ça qui se représente un des plus grands défis pour le Canada, nos sociétés. Quand on traite de façon que notre société va accepter les nouvelles technologies dans la artificial intelligence, big data, quantum, ces types de choses. Alors, ça représente une menace stratégique envers notre sécurité. Parlons maintenant des tendances en matière de cyberattaques. Ça évolue au fil des années. Qu'est-ce qui est maintenant utilisé beaucoup contre le Canada? Comment fonctionnent les rançongiciels? Qu'est-ce qu'on voit présentement? Pascal, peut-être? Oui, avec plaisir. Donc, ce qu'on voit de façon plus actuelle, c'est vraiment une accrudescence des attaques de rançon pour plusieurs raisons. Je dirais que la numéro un, c'est que beaucoup si on veut, des arsenals de cyberdéfense dans les entreprises, ils gravitent autour des solutions propulsées par l'encryption. Comme méthodologie derrière le rideau. Puis, ce qui arrive, c'est que le rançon logiciel est propulsé lui aussi par l'encryption. Donc, c'est vraiment un mauvais mécanisme. On peut toujours réencrypter les données, peu importe comment bien on les a encryptées et comment bien qu'on a géré nos clés. Donc, c'est vraiment un outil qui est au cœur de la solution de la majorité des entreprises. Puis, c'est un outil qui n'est pas bon pour répondre en soi au rançon logiciel. Donc, c'est vraiment, je dirais, mécaniquement, c'est une des grandes raisons pourquoi il y a une grande accrudescence là, actuellement. Puis que ça reste justement dans les portes encore bien ouvertes à cause que la majorité des outils sont propulsés par l'encryption. Et les attaques viennent d'où exactement? Ça vient de partout ou c'est ciblé à des pays en particulier? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Je peux peut-être donner un insight là-dessus. Selon les statistiques que nous, à Cyberdéfense, on observe à tous les jours, finalement, on s'entend qu'aujourd'hui, quelqu'un qui mettra un site web en ligne
ou une application de transaction, peu importe. À la seconde qu'on met quelque chose en ligne aujourd'hui, on reçoit des requêtes automatiquement qui viennent de la Russie, de la France, surtout des États-Unis. C'est quand même assez impressionnant. Le 3/4 de nos requêtes viennent des États-Unis, bien souvent les attaques, ou de la Chine encore. C'est très... on dirait que tous les grands centres, finalement, on dirait que c'est là que c'est plus propice à avoir des attaques de tout type. On peut dire autant que ce soit des rançongiciels, que ce soit des attaques pour du spam ou il y a toutes sortes de techniques aujourd'hui, on s'entend, pour essayer d'aller faire un gain finalement avec l'entreprise. C'est plus juste une question de rançongiciel, on s'entend, on peut aller estirper un gain de bien d'autres façons, comme en injectant justement des publicités ou bref, en se promenant finalement de site en site pour essayer de trouver de l'information. Puis finalement, est-ce que ce sont des robots qui font ça principalement, ou on voit des gens derrière leurs ordinateurs avec un capuchon sur la tête? C'est tout automatisé, malheureusement. OK. Et ça vient, vous dites... Sa tête, c'est eux qui ont développé le robot. Oui, exact. Ça vient, vous dites, des États-Unis, de la Chine. J'entends ça parler de l'Iran, de la Corée du Nord. Est-ce que ça provient de là aussi? De la Russie? Exact. C'est tous des pays qui sont des indicatifs qu'on peut voir automatiquement avec une simple surveillance. On peut voir automatiquement que aussitôt qu'on met quelque chose en ligne, on reçoit automatiquement des requêtes, puis on se demande pourquoi. Puis des requêtes qui vont essayer automatiquement, bizarrement, de se connecter comme administrateur sur le compte de l'application, mais on n'a aucune information d'où est-ce que ça vient, qui a eu l'information qu'on est en ligne, mais tout d'un coup, les requêtes affluent à la seconde qu'on est en ligne. Pourquoi? Je pense qu'il y a une question à se poser. Il y a un filtre, je pense, qui se fait pas à un certain niveau. Là, est-ce qu'on doit tolérer ça aujourd'hui? C'est ça la grosse question au bout de la ligne. Peut-être on peut augmenter ça. La motivation des grands pays, mais on a dit dans les dernières minutes, on a noté la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Alors, quand on voit que quand on traite la discussion de sécurité stratégique, on a vu que dans les dernières 20-30 ans, nous avons eu une supériorité de point de vue conventionnel. Alors, ces pays maintenant, étant donné la dépendance de notre infrastructure critique sur les technologies de cybernétique ou d'espace, ils ont établi une nouvelle façon, doctrine d'interagir au niveau stratégique. Alors, on voit la Chine et la Russie qui utilisent beaucoup plus les façons cybernétiques pour entrer dans l'infrastructure critique, comme par exemple, on a noté dans la Georgia et l'Ukraine que la Russie a utilisé cette façon de maintenir au risque un gouvernement. Puis aussi les Corées du Nord, ils utilisent beaucoup les systèmes de ransomware ou les attaques cybernétiques pour financer leur gouvernement. Alors, ils sont des grandes motivations. Pays comme l'Iran, ils voient le cybernétique comme une façon normale, étant donné qu'ils n'ont pas un très grand pouvoir de point de vue conventionnel. Ils utilisent les capacités stratégiques comme le cybernétique pour leur défendre ou effectuer leur pouvoir à l'étranger. Alors, ils ont des différentes motivations pour cet pays. On en a un peu parlé. C'est ça qui intéresse principalement le monde. C'est comment on règle le problème, quelles sont les solutions. Pascal en a glissé un mot sur ce qu'il fait. Monsieur Mazolin, je vais vous garder là. Vous, qu'est-ce que vous offrez comme technologie pour parer contre les attaques? C'est une technologie bouclier à ma compréhension, mais est-ce que c'est vraiment adéquat aujourd'hui? Oui, alors, oui, en général, la technologie avance dans toute façon, il avance très, très rapidement. Alors, maintenant, je dirais les deux technologies très clés seront le quantum et puis l'intelligence artificielle. Le quantum, étant donné la capacité potentielle dans les années qui viennent, qu'ils peuvent ouvrir toutes les informations déjà chiffrées ou chiffrées utilisant les systèmes que nous avons maintenant. C'est une
une chose importante. L'artificial intelligence, c'est une autre façon parce que beaucoup de nos infrastructures dans le futur seront basées sur les technologies d'intelligence artificielle. Alors, c'est une autre chose vraiment importante. Aussi, il y a une connexion dans la défense. Je pense que Michael a noté en avant que tout est automatisé. Alors, le pouvoir de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos réseaux, le contexte des activités, et aussi de créer un environnement de défendre aux menaces. Alors, à l'époque, le type de défense était avoir une échelle forte à l'extérieur d'un réseau. Dedans était très soft. Mais maintenant, étant donné que les infrastructures, les entreprises, particulièrement pendant la période de COVID, tout est ouvert. La nature des systèmes 5G est ouverte. Alors, il faut avoir une capacité défensive qui est en grade de réagir aux activités dans le réseau propre. Et ça dépend sur les systèmes d'artificial intelligence. La technologie de la blockchain, Pascal, est-ce que c'est déjà dépassé quand on parle de technologie quantique, là? Non, ben même ce qui arrive, c'est que même ça appuie un peu le point que j'ai dit au début, c'est que quand on prend l'encryption, si on veut, comme outil unique de sécurité, ben c'est sûr que l'encryption quantum vient changer l'encryption, donc pour répondre avec des systèmes d'encryption quantum, mais ça reste que une des problématiques, c'est que si tu as de la meilleure encryption, ça te prend des meilleurs systèmes de défense. Mais ce qui arrive, c'est que c'est seulement une angle de la sécurité de dire je vais cacher les choses, je vais mieux les chiffrer. Donc, d'aller avec des algorithmes plus puissants de chiffrage, ça règle juste, si on veut, le secteur des solutions d'encryption. Mais ça reste quand même que les rançongiciels vont encrypter avec des algorithmes quantum dans un futur. Donc, ça va être vraiment un état similaire. C'est plus, si on veut, une réponse encore plus pertinente de dire on va aller distribuer les données avec justement les technologies de données distribuées puis de bandes passantes immuables que la blockchain peut amener, parce que ça va un peu, si on veut, à un angle différent, puis ça va un peu complémenter l'encryption. Donc, on peut quand même encrypter ces fragments-là avec peu importe quelle technologie qui est la meilleure, mais d'aller les distribuer juste par mécanisme, ça a plein d'avantages, je dirais, complémentaires à uniquement s'appuyer sur des schémas d'encryption. On parle beaucoup du facteur humain aussi en matière de cybersécurité. Oui, on peut avoir la meilleure technologie au monde, mais il y a toujours un humain qui est derrière. Est-ce qu'on peut prévenir à 100% une erreur humaine ou un geste provenant d'un employé d'une entreprise, par exemple? Mais il y a deux facteurs, je peux prendre la balle au bon ici. Il y a vraiment, dans ta question, Mathieu, il y a vraiment deux parties, deux chapitres, si on veut. Il y a la partie facteur humain, puis après ça, il y a la partie est-ce qu'on peut sécuriser à 100%. Puis je veux me pencher rapidement sur le facteur humain parce que ça s'appelle un peu l'authentification. Donc, savoir que telle personne, c'est elle qui est en train d'accéder, puis elle a le droit ou pas. Donc, tout ce qui est gestion de permission d'authentification. Puis, c'est vraiment agréable de voir beaucoup d'efforts dans les gouvernements autour de la planète pour essayer de, si on veut, moderniser ça, puis rendre ça à un degré de sécurité plus élevé pour le citoyen avec tous les efforts d'identité numérique. Puis, encore une fois, avec je pense qu'une des clés de faire fonctionner un système d'identité numérique gouvernemental, c'est d'avoir de la répartition des données, comme qu'on fait chez Mantle. Donc, c'est vraiment un clou qu'on trouve ultra important, la partie authentification, identité numérique gouvernementale. Et qu'en est-il de la sensibilisation des employés? Est-ce qu'on en fait assez en matière de formation? Quand on a une discussion préalable, j'ai entendu le mot « cheesy » quand on parlait des formations en sécurité. Là. Je ne sais pas qui avait relevé ça dans le groupe. Est-ce que les formations sont adéquates? Dave Roussy, on dirait que mon côté journaliste a envie de vous poser la question à vous. Oui, bien, en fait, la sensibilisation, ça demeure quand même la base, là, parce qu'on le voit, il faut toujours se poser la question, la source d'attaque première, elle provient majoritairement de où?
dépendant de la menace à laquelle on veut s'attaquer. Et dans bien des cas, c'est une transmission de courriel, un lien qui est cliqué, un document qui est ouvert, qui ensuite qui infecte, ou des correctifs de sécurité qui n'a pas été mis en place, mais qui est rendu publiquement disponible. C'est sûr que la sensibilisation fait partie des moyens numéro 1. Ça fait d'ailleurs partie des 15 mesures qu'on a rendues obligatoires au niveau du Centre gouvernemental de cyberdéfense. La formation, la sensibilisation, former le personnel à détecter les cas typiques, soit d'ingénierie sociale ou de subterfuges qu'ils peuvent faire à travers des courriels pour au moins les rendre alertes, mais aussi qu'ils comprennent l'impact. C'est pas juste de cliquer puis on a un virus, c'est comprendre l'impact que ça peut avoir sur une organisation entière et les partenaires, tout l'écosystème qui est autour. Ça devient vraiment le point numéro 1. Si vous regardez à peu près toutes les mesures qui est recommandées, ça revient toujours et c'est nécessaire. Mais il faut le tester aussi. Fait que ça devient important que les gens sachent l'impact que ça peut avoir sur l'organisation, comment le détecter. Et il y a plusieurs formations là-dessus. On peut le tester avec par exemple, des tests d'hameçonnage pour vérifier est-ce que nos utilisateurs ont développé le comportement adéquat, par exemple. Ça fait partie des mesures qui sont en place, qui est obligatoire d'ailleurs au gouvernement. Michael Nadeau, aujourd'hui, les entreprises, les individus veulent des solutions intégrées. Quand on achète son appareil cellulaire et qu'on l'a entre les mains, on ne veut pas se soucier de si c'est sécuritaire ou pas, on prend pour acquis que ce l'est. Est-ce que c'est un problème, ça? Ben, effectivement que c'est un problème, puis je dirais que le cellulaire, c'est justement le meilleur exemple, parce qu'aujourd'hui même, on achète un nouveau iPhone. Première chose qui se passe avec un iPhone, c'est quoi la première chose qu'on nous demande? On nous demande de setuper ce qu'on appelle le Face ID pour pouvoir faire une reconnaissance faciale. Pourquoi qu'on fait ça? Tout simplement parce que l'utilisateur par lui-même le ferait pas. S'il pourrait se sauver un mot de passe, s'il pourrait se sauver une authentification de plus à se rappeler, s'il pourrait éviter une étape, on est dans toute la chaîne, si on peut dire, on est le maillon faible. On est l'élément qui veut justement toujours sauver des étapes. Donc, ce qui est beau de la technologie, c'est que ça nous permet de faire des belles choses, mais au niveau consommateur, puis autant d'essayer de vendre de la sécurité, c'est ce qui rend ça aussi compliqué, parce que le monde, ils entendent le mot sécurité ou antivirus, ils sont comme encore une dépense, encore ci, encore ça. Ils aimeraient bien mieux savoir que la vie est belle. Je m'achète un hébergement chez, je ne veux pas donner de nom de compagnie en particulier, mais ils achètent un hébergement en ligne, puis ma sécurité est inclue, j'ai pas d'authentification à me rappeler. On dirait que tout le monde veut vivre dans la bulle, que tout est beau, mais au final, on vit dans la réalité que il faut que justement la cybersécurité soit intégrée dans notre vie courante, parce que l'éducation, pour ça, on n'aura jamais fini. Puis je crois que Dave, ce qu'il disait tantôt, le plus beau test que j'ai vu, moi, au niveau d'une entreprise, c'est les tests d'hameçonnage. Parce que le jour qu'on fait un test d'hameçonnage dans une entreprise, puis on se rend compte, hey, on est capable facilement d'identifier qui c'est qui n'a pas écouté la formation, peu importe, parce que le 3/4 du monde n'écoute pas la formation, on va se dire les vraies choses. Ils vont là pour dire, OK, cocher, c'est fait, cet employé-là l'a suivi. Mais quand tu roules le test pour savoir qui c'est qui l'a suivi pour vrai la formation, c'est là qu'on a des surprises. Puis c'est ça qui est une statistique importante. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on rouvre notre boîte courriel. Pourquoi ça ne serait pas filtré à même notre boîte courriel que l'hameçonnage soit filtré? C'est toutes des choses qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui. Puis je pense que c'est là qu'on parle d'une intégration finalement au marché, là, qu'on a besoin de ça. Parce que finalement, si on prend le temps d'essayer d'enseigner à tout le monde comment bien utiliser leurs données personnelles, comment bien gérer leur mot de passe, on n'a pas fini. C'est vraiment il faut remodeler l'éducation rendue là, parce qu'il faudrait que ça soit centré autour de ça. Intéressant. Dave Roussy, je reviens à vous parce que j'aimerais parler du projet de loi 64 qui va changer beaucoup de choses en cette matière au Québec. Qu'est-ce que ça va changer concrètement à vos yeux? Oui, le projet de loi, dans le fond, là, pour tout le monde, c'est la modernisation de la loi là, sur la protection des renseignements personnels. Évidemment, il y a eu qui a été sanctionné en septembre. C'est sûr que ça apporte de nouveaux éléments, quand même beaucoup de poignes, je pourrais dire ça comme ça, notamment sur des éléments qui permettront certainement au niveau de la cybersécurité. Il y a des éléments qui étaient déjà présents, là, par exemple, nommer un responsable de la PRP, faire partie, d'avoir un comité associé à la PRP. C'est des choses qui étaient dans la marque, mais qui est mis plus d'avant.
Tout le volet collecte minimale, parce que certains diraient, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'enjeu de fuite de données. Fait que c'est le concept toujours de récupérer le minimum nécessaire. Puis il y a des éléments assez forts là, qui étaient ajoutés qu'on peut voir à certains endroits, dont la déclaration obligatoire des incidents là, qui touchent la confidentialité, les mesures obligatoires, la mise en place de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Tout au long, là, dans le fond, le fameux la vie privée par design, par défaut, qui en font partie. Puis évidemment, il y a tout le volet imputabilité qui est ajouté, puis je pense que ça, c'est un gros morceau. Tout le volet des sanctions pécuniaires, des amendes qui peuvent être associées si les gens, pour diverses raisons, là, il y a plusieurs éléments qui est mentionné dans la loi, mais ça peut donner un grand appui, on l'a vu ailleurs dans d'autres pays, ça peut faire une différence. On vient de parler des autres pays. Monsieur Mazolin, vous travaillez pour une entreprise qui est globale. Vous êtes en mesure de voir des comparaisons. Vous étiez en Europe l'autre jour, là, vous êtes au Canada. Est-ce que le Québec et le Canada en font assez, selon vous? Alors, je dirais que c'est une question complexe. Oui, c'est ça. En précédent, je dirais que dans le futur, les pays qui seront en grade d'influencer ou contrôler le développement, l'exploitation, la manipulation des technologies digitales seront ceux qui vont former la politique économique, sociétale dans leur pays et à l'extérieur. Ce que j'ai noté est que dans les autres pays, une chose qui peut-être ça manque ici au Canada, c'est notre politique industrielle qui complémente notre politique nationale de sécurité économique nationale. C'est pas vraiment collégé. Je note en Europe, par exemple, ils viennent de fournir une résolution dans les derniers jours qui dirige le développement de capacités de défense cybernétique, le développement dans l'entière région de l'Union européenne. Et ça, c'est complément des autres politiques comme le GDPR, le General Data Protection Requirements, qui indique la souveraineté de la protection de la data en Europe, qui dirige la protection de la data en Europe et aussi dirige une certaine souveraineté digitale en Europe. On voit aux États-Unis, même ils ont beaucoup des programmes comme le GSTP, le Horizon 2020, qui fournissent une façon de développer une base de technologie indigène en Europe pour créer une souveraineté européenne dans le monde digital, comme le Gaia-X aussi, pour créer une infrastructure data en Europe. On voit aux États-Unis que les États-Unis ont créé la sécurité économique comme un pilier central de leur stratégie sécuritaire nationale. Et aussi, ils aussi utilisent leur stratégie sécuritaire nationale comme base de maintenir supériorité technologique envers la Chine et la Russie. Alors, pour protéger contre les avancements de cette façon. On voit la Chine qui a établi les lois sécuritaires de data pour protéger pour réguler les entreprises chinoises et aussi pour éviter le data qu'il sort de la Chine. Alors, moi, je dirais, en base au Canada, même que nous avons fait, si on a une stratégie nationale sécuritaire au Canada, nous ne sommes pas au même niveau qu'on voit dans les autres pays. Okay. Nous avons eu une élection récemment. Je n'ai pas vu la discussion centrale de notre sécuritaire dans cette façon qu'on voit à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. Mais ça m'amène à vous poser la question, nos infrastructures critiques, là, quand on passe à Hydro-Québec, est-ce qu'elles sont suffisamment protégées, à votre avis, dans ce contexte? La question, moi, oui. Non,
je dirais, même les meilleurs efforts des professionnels qui sont vraiment diligents, qui cherchent de faire la meilleure façon, quand on traite en menace au niveau d'État, comme la Chine ou Russie, c'est vraiment une chose difficile. On voit que l'Hydro-Québec a eu des interventions, mais on voit que c'est une chose vraiment difficile. Quand on traite une menace stratégique à niveau national, comme on voit avec la Russie contre la Géorgie et l'Ukraine, c'est vraiment une chose. On a besoin de l'appui du gouvernement, des services, et aussi un complexe qui comprenne la capacité industrielle, même gouvernementale. C'est à cause de ça que je dis qu'il faut avoir une politique sécuritaire dans le domaine économique cybernétique plus fort au Canada. Merci. Maintenant, je me tourne vers... rapidement, parce que je veux poser des questions de l'auditoire. La partie infrastructure critique, je trouve ça ultra intéressant parce que je pense que dans un court moyen terme, pour être capable de bien les entourer, ça va prendre le côté gouvernemental de reconnaître, si on veut, le stockage numérique puis le processing comme de l'infrastructure critique. Puis justement, demain à midi, je fais un keynote sur le cloud d'info nuagique comme infrastructure critique. Merci, Pascal. Alors, on a Huda Kadiwi qui nous pose une question et vous pouvez aussi poser vos questions dans la discussion interactive qu'on a et qui vous accompagne dans le swipe card. Alors, question donc de Huda Kadiwi. Y a-t-il actuellement un organisme qui permet aux individus de signaler une fuite de données ou une brèche non signalée par les entreprises privées? Est-ce que le projet de loi 64, bien entendu, considère la protection de ces whistleblowers? Je peux peut-être tenter une réponse. Dans le projet de loi, évidemment, il y a un organisme qui est nommé, qui est la Commission d'accès à l'information, qui est toujours un endroit où il peut avoir certaines déclarations par les organismes. De manière un peu différente, vous savez, possiblement, là, on a lancé, dans le fond, une plateforme de signalement des vulnérabilités qui est un petit peu différent, qui n'est pas sur l'accès aux données, mais plutôt un lien avec la communauté qui nous permet, dans le fond, de recevoir des signalements sur des vulnérabilités potentielles, qu'on puisse les corriger avant qu'ils soient exploités. Mais c'est deux éléments. Dans le projet de loi, il y a effectivement l'application de déclaration, mais il y a d'autres moyens qui mettent discussion toujours bien au gouvernement du Québec. Est-ce qu'on aime les white pirates, les pirates blancs, comme on les appelle? Est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on veut qu'ils évoluent dans l'écosystème? Oui, je vais répondre pour moi. Ouais. Absolument. Puis c'est un peu l'idée de ce qui est annoncé là, de la plateforme de signalement. Là, dans le fond, on les appelle les pirates éthiques. C'est les gens avec qui on veut travailler, c'est la communauté. Certains ont à cœur quand même le gouvernement, leurs données, le citoyen. Et ils contribuent bien volontairement. On l'a vu, notamment dans les derniers temps. Puis bien sûr, on est super ouvert à ça. On prend toute l'aide qui peut être donnée. Je vous pose la question parce que quand est venu le temps d'avoir le passeport vaccinal, il y a quelqu'un qui avait essayé de craquer un peu l'application. Et puis finalement, il y a eu des conséquences pour cette personne. Je ne pense pas qu'il y a eu de conséquences, mais dans le fond, l'idée de la plateforme qui a été mise en œuvre, sur laquelle on travaillait déjà, elle a été mise, dans le fond, c'est accéléré justement pour régler ces situations-là. Parce que dans le fond, sur le site, vous pouvez faire un signalement et c'est bien indiqué que le gouvernement n'engagera pas de poursuite s'il y a des éléments qui sont soulevés. Fait que c'est pour ça que je dis, on travaille avec la communauté, on travaille avec les pirates éthiques, ceux qui ont de l'information à fournir, et là, je parle pour le gouvernement du Québec, mais évidemment, on tente aussi, on le présente, puis on tente d'influencer le reste du Canada là, par nos relations avec les provinces, territoires et le fédéral, bien sûr. OK, j'avais compris que cette personne-là avait fait l'objet de poursuites, c'est pour ça. Huda Kadiwi, encore une fois, qui nous pose une autre question, mais je pense qu'on y a un peu répondu tantôt, mais quand même, cette période est réservée aux questions. Donc, beaucoup de compagnies font une seule formation longue de quelques heures avec des slides plutôt passives. Pensez-vous que revoir ce format aiderait les employés à se sentir plus impliqués et à ne pas penser que la cybervigilance n'est pas uniquement l'affaire de l'équipe de sécurité?
Certainement. Je vais peut-être laisser les collègues parler, mais peut-être juste un exemple. Là. J'ai travaillé dans une organisation où est-ce que c'était des journées, c'était plus qu'une heure, une plateforme. Il y avait vraiment un élément dynamique. Ça créait même une dynamique dans l'ensemble. Tous les employés, c'était obligatoire. Et à terme, ce que ça a créé, c'est vraiment une compréhension de chacun des employés sur pourquoi c'est important, puis quel rôle ils peuvent jouer. Et justement, ne pas penser que c'est simplement l'équipe de sécurité, mais bien l'affaire de tous. OK. Si vous avez... allez-y, M. Mazur, mais juste prendre 15 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore du temps. Donc, dans la discussion interactive de la chaîne 4, posez des questions, les panélistes sont là pour y répondre. M. Mazolin? Non, je veux tout simplement ajouter une petite chose que David a touché dans l'importance précédemment, il a touché dans l'importance de l'impact sur le réseau. Je pense que c'est une chose importante de renforcer. Et avec notre expérience entraînement, dans le domaine d'entraînement, utiliser les exercices pour les organisations qui vont répliquer leur réalité, un système complexe satellitaire ou spatial, par exemple, et de pouvoir démontrer l'impact de menaces dans un système et développer une capacité de connaître, reconnaître les menaces et répondre dans une façon effective du point de vue institutionnel. Alors, il faut qu'on change beaucoup les façons d'entraîner les gens, comme on a dit précédemment. Les présentations passives sont pas vraiment intéressantes, mais les activités d'insérer la réalité de leur domaine, c'est une façon, un point vraiment important. Très bien. Mais aussi, je peux ajouter sur les formations, j'ai vraiment quelque chose, je pense, qui est assez pertinent, c'est que c'est trop facile de pelleter ça sur l'éducation d'un côté, parce que ça ne rend pas ton système résilient, de dire ben il faut juste que je forme mieux mon monde pour pas qu'il y ait d'intrusion qui arrive, fait que je me ferai pas attaquer. Tu sais, c'est un peu trop simpliste comme vision, c'est de dire je vais tout investir sur ma porte, puis si ça rentre dans le château, ben le monde va pouvoir tout voler. Il faut être capable de faire un système qui est capable d'être résilient, sachant qu'il y a une intrusion, de faire un système de faire, même si quelqu'un rentrerait, j'ai ces mécanismes-là pour aller défendre, même si ma formation n'est pas parfaite, parce que c'est un peu je dirais, rêveur de faire un système en imaginant qu'un jour, les personnes, il n'y aura pas de faille humaine dans l'équation. Il faut compter la faille humaine, être capable de faire un système qui est résilient, même lors d'une intrusion. Ça, je pense, c'est un peu une mentalité qui n'est pas encore là au niveau des décideurs, mais il faut qu'il y ait une sensibilité à être confortable, même s'il y aura une intrusion, de dire c'est mitigé à cause de ces autres outils-là. C'est pas juste la porte du château qui est important. J'ai une question pour vous. On parle de la formation. Quelles entreprises sont visées généralement par les rançongiciels, par exemple? Est-ce qu'on est dans les grandes entreprises ou dans les family offices ou dans les petites PME? Qu'est-ce que les rançongiciels ciblent exactement? Je dirais que les statistiques démontrent, là, tous les rapports démontrent qu'on est passé d'un air à « ça arrive aux autres » à « ça arrive à tout le monde ». Je pense que c'est la grande réalité qu'on voit. Personne n'est... dans le fond, la donnée, c'est une monnaie. Là. Elle est vue comme ça. Puis des groupes criminels, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire notamment de l'argent quand on parle du volet criminel. Quelque chose qui est rapide, quelque chose qui est facile. Donc, ils s'attaquent à tout ce qui peut être facile. Il y a même des plateformes qui permettent de leur rendre disponibles des outils super avancés, là, genre Ransomware as a Service. Donc, c'est vraiment tout le monde. On ne peut plus penser que ça ne nous arrivera pas puis que ça arrive juste aux autres. Il faut vraiment se prémunir puis mettre une hygiène de base là, dans les mesures de sécurité, les correctifs, tous les éléments, la sensibilisation, les correctifs de base, de bons logiciels, des technologies qui permettent de détecter, de circonscrire, d'avoir une visibilité. C'est vraiment tout le monde. On a une question de Julie April. J'aimerais savoir si vous considérez que le monde de l'éducation devrait ou pourrait contribuer à la compréhension des enjeux de sécurité, de cybersécurité et comment? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au primaire, l'école primaire? En fait, j'allais rajouter quelque chose par rapport, peut-être une parenthèse à l'autre question d'avant.
Au final, moi, ce que je pense, quand on parle d'éducation, il y a une grosse question aussi qui retombe sur la tête des dirigeants d'entreprise ou, bref, de ceux qui prennent les décisions, d'instaurer une culture autour de la sécurité, de s'intéresser. Moi, c'est l'intérêt, bien souvent, que je rencontre du monde qui sont en affaires, puis que zéro intérêt, tu leur parles de sécurité, puis ils veulent quasiment te fuir parce que ils ont peur que tu essaies de leur vendre quelque chose ou de leur casser un bras pour les embarquer dans quelque chose. C'est que comme on dirait que ça fait même pas partie de la culture de leur entreprise de s'intéresser et je pense que c'est déjà là que ça va. Puis au primaire et tout ça, ben c'est la même équation finalement. C'est un intérêt qu'il faut qu'il se fasse graduellement. Il faut que ça fasse partie de notre vie finalement, là, comme je disais tantôt. Donc, dès l'école, on devrait avoir au moins un petit cours là-dessus. On le voit, là, certaines personnes, généralement, c'est peut-être des initiatives personnelles ou soit personnelles, mais toute l'éducation, on le voit, là, pour ceux qui ont des enfants, d'expliquer qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle donnée sur Internet, des choses de ça. Donc, je pense que c'est une bonne démarche, je pense que c'est un bon départ. Puis de plus en plus, on voit dans certains programmes le volet d'éducation. Nous, rapidement, là, en quelques secondes, on travaille au niveau du Centre gouvernemental de cyberdéfense à créer un parcours pour ceux qui ont un intérêt à la cybersécurité, qui veulent se développer là-dedans. C'est quelque chose sur lequel on travaille pour faciliter, pour créer de la relève, pour créer ceux qui ont un intérêt, savoir pister où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'information utile s'ils veulent aller là-dedans. Mais je pense que l'éducation, c'est là pour rester. Il faut comprendre qu'il y a de plus en plus de technologies, on est dépendant des technologies. Donc, on doit comprendre les avantages et ses inconvénients. Est-ce que Montréal est bien positionné pour devenir un joueur important sur la scène internationale en matière de cybersécurité? Est-ce que nos universités forment suffisamment d'étudiants, par exemple? Je pense que les investissements là, qui ont eu lieu à Montréal, c'est un excellent début. Là. Je pense qu'on a besoin d'entreprises qui se créent au Québec en lien avec la cybersécurité. Donc, c'était vraiment un excellent début. Puis, on doit être capable de créer des entreprises qui exportent aussi en dehors du Québec et du Canada. Là. C'est une question d'économie. Mais ce qu'on voit souvent, en tout cas, on en a vu plusieurs, dès que les entreprises atteignent un certain niveau, qui ont développé un produit intéressant, généralement, très rapidement, ils sont rachetés par des entreprises qui sont en dehors du Canada. Ça, on le voit beaucoup. Pascal, vous hochez la tête là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça, j'étais totalement d'accord avec les acquisitions à l'étranger. Là, j'ai vendu 3 entreprises, dont 2 qui sont à l'extérieur du Canada, puis une à l'extérieur du Québec. Là, donc, j'étais très d'accord. Puis au point de vue de l'éducation, je dirais que dans les dernières années, ça a été beaucoup, je dirais, le spotlight était beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, même au niveau académique. Là, tout le monde voulait aller s'inscrire et être l'étudiant de Yoshua Benjo et tout ça. Mais moi, je me rappelle que moi, quand j'étais à la maîtrise à Concordia, dans leur programme de cryptographie, justement, donc pour former les experts de cybersécurité de demain. C'était vraiment des petites cohortes, c'était pas beaucoup de monde qu'il y avait là, puis c'était pas glamour du tout sur la scène publique. Mais depuis, j'ai vu, il y a eu beaucoup de programmes gouvernementaux qui focusent la cybersécurité pour ne pas nommer que le PIC, qui supporte autant Mental que Cyber Defense. Donc, il y a des efforts vraiment intéressants qui se passent, mais je dirais que le spotlight dans les dernières années sont définitivement sur l'IA. Est-ce que c'est au détriment de cybersécurité? Je ne sais pas, mais je sais que le programme de Concordia est un solide programme, mais peu populaire. Dave Roussy, Robert Mazolin, Pascal Leblanc et Michael Nadeau, merci à tous d'avoir participé à ce panel. Très intéressant. Plaisir. À une prochaine. À tout le monde. Tout le monde. Merci. Bonne journée.